Bonjour, bienvenue dans Lex Inside, l'émission qui donne du sens à l'actualité juridique. Du droit et rien que du droit. Au programme de ce numéro, on va parler des risques liés à l'intelligence artificielle dans les pratiques RH avec Émilie Meridjen, associée chez Secri Valentin Zerouk. On parlera ensuite de la fraude fiscale et du droit pénal avec Alexandre Lucidarme, docteur en droit des universités de Lille et Salamanque. Et enfin, dans la dernière partie, on parlera de la nouvelle procédure de saisie des rémunérations avec Béatrice Duquesroy, membre du bureau national de la CNCJ. Voilà pour les titres. Lex Inside, c'est parti. On commence tout de suite ce Lex Inside. On va parler des risques liés à l'intelligence artificielle dans les pratiques RH avec mon invité Émilie Meridjen, avocat associé chez Secri Valentin Zerouk. Émilie, bonjour. Bonjour Arnaud. Alors, l'intelligence artificielle s'impose dans les ressources humaines, mais son usage soulève de sérieuses questions. Biais algorithmiques, décisions automatisées, atteinte aux droits des salariés. Quels sont les risques concrets et comment les prévenir? On va voir tout ça ensemble. On va commencer d'abord par poser les bases. Quels sont les principaux risques juridiques pour les entreprises qui utilisent l'IA dans leurs pratiques RH? Alors, principalement, ils sont de trois ordres. On a d'abord des risques de sanctions financières si les dispositifs d'IA ne sont pas conformes à l'IA Act, qui est le nouveau règlement européen qui régit l'intelligence artificielle dans les entreprises. Ils sont ensuite liés à l'introduction de l'IA, parce qu'on va en reparler, si le comité d'entreprise doit être consulté, mais qu'il ne l'est pas, il y a un risque contentieux de suspension de l'introduction d'un nouveau projet d'IA. Et puis, il y a sans doute en germe des risques prud'homaux qu'on ne voit pas encore vraiment apparaître, mais liés aux pratiques RH, aux contrats, à la rémunération variable des salariés qui pourraient avoir des réclamations à porter devant les prud'hommes. Alors, on voit qu'il y a plusieurs types de risques. Face à ces risques, comment les entreprises doivent se préparer? Alors déjà, mon premier conseil, c'est de considérer l'IA comme un sujet RH. Aujourd'hui, c'est essentiellement considéré comme un sujet tech, un sujet de compétitivité par rapport aux concurrents, mais pas tellement comme un sujet RH. Donc l'entrée dans le champ de la direction des ressources humaines est essentielle. À partir de là, moi, je recommande de procéder en 3 temps. D'abord, de cartographier tous les endroits dans la relation de travail où l'IA peut avoir un impact sur le contrat, sur la relation de travail avec les salariés. Dans un second temps, de mettre en place des dispositifs RH et juridiques qui viennent encadrer ces aménagements, ces évolutions. Et puis, et sans doute surtout, dans un troisième temps, de communiquer. Il faut évidemment former les salariés, mais il faut aussi faire preuve de pédagogie, les accompagner dans le changement, car tout changement suscite de la réserve de la part des salariés. Bien sûr. Communiquer, ça veut dire de manière large à l'ensemble des salariés, d'avoir une communication officielle qui explique comment on utilise l'IA, c'est Oui, ça? bien sûr, le rôle du CSE est important à ce niveau-là, mais aussi la communication au sein des équipes, la communication au sein de la direction, avoir véritablement une prise de position par rapport à ça et pas faire seulement comme la plupart des entreprises aujourd'hui, c'est-à-dire ça fait partie de notre quotidien, mais personne n'en parle véritablement. Voilà. Alors, l'un des leviers, justement, c'est la charte éthique sur l'IA. Est-ce que c'est important d'avoir une charte éthique sur l'IA? Alors pour moi, c'est essentiel pour plusieurs raisons. C'est essentiel parce que c'est un dispositif, ce sont des dispositifs qui sont nouveaux, qui sont facteurs de risques, certains visibles, mais d'autres moins. Ça soulève des questions également d'ordre éthique, comme vous le disiez. Et donc, poser les règles du jeu est à mon sens un engagement important de la part des entreprises en termes de communication interne mais aussi externe. Et puis c'est aussi un acte de loyauté, c'est-à-dire d'être transparent dans ce qu'on attend des salariés, l'indiquer clairement dans une charte et puis prévoir également les sanctions qui sont encourues si les salariés ne respectent pas les règles qui sont posées. Alors, du coup, les salariés, quand on édicte une telle charte, les salariés sont tenus des règles qui sont dans cette charte? Tout à fait. Alors, juridiquement, ça a la valeur d'un règlement intérieur. D'accord. Donc, c'est opposable aux salariés à condition d'avoir respecté la procédure, évidemment. Alors, l'IA, avec les risques qu'on a évoqués, ça peut être source de contentieux. Concrètement, aujourd'hui, est-ce qu'il y a déjà des contentieux et quel type de contentieux, s'il n'y en a pas, on peut imaginer? Alors, on a vu très récemment 2 décisions qui ont porté sur la suspension
de l'introduction de projets d'intelligence artificielle dans des entreprises du D'accord. fait de l'absence de consultation du CSE. Et là, on a deux tribunaux judiciaires de région parisienne qui se sont prononcés pour suspendre, c'est-à-dire que le projet était déjà en place et le tribunal judiciaire a dit on met ça de côté D'accord. jusqu'à ce que vous ayez dûment consulté le CSE. Donc ça, c'est le premier risque de contentieux qu'on a déjà vu. Il existe peut-être des contentieux prud'homaux. Alors, en ma qualité d'avocat et de conseiller prud'homal, pour l'instant, je n'ai pas vu de réclamations qui portent de près ou de loin sur l'IA, mais je les vois venir. C'est-à-dire que, D'accord. clairement, l'intelligence artificielle peut modifier une fiche de poste, donc l'appréciation de la qualité du travail d'un salarié, puisque si une partie de son travail est faite par l'IA, comment on va apprécier son Bien travail? sûr. Le licenciement pour insuffisance professionnelle qui en découle sera-t-il justifié? Ça peut modifier la rémunération variable des salariés en termes de productivité. Si l'IA fait une partie du travail, comment on apprécie les conditions, les objectifs, etc. Ça peut aussi avoir un impact sur la santé mentale, et on sait que c'est un sujet, on en a déjà parlé ici. Bien sûr. Donc, pour moi, les sources de contentieux sont en germe, même si je ne les ai pas encore observées véritablement. Alors, vous l'avez rappelé, le rôle des instances représentatives sont fondamentales. Le rôle est fondamental. Quel rôle concrètement joue le CSE dans l'introduction des systèmes d'IA et quelles sont les obligations de consultation? Vous l'avez rappelé avec la jurisprudence. Alors, j'ai essayé de comptabiliser. Il y a au moins 8 ou 9 articles du Code du travail qui justifient la consultation du CSE lors de l'introduction d'un dispositif d'IA, à supposer que ce soit une véritable nouveauté et pas simplement la mise à jour d'un dispositif antérieur. Donc, il est à peu près clair qu'un dispositif d'IA majeur doit être soumis à la consultation. La consultation, c'est véritablement un partage d'informations en toute transparence, avec des délais à respecter pour que le comité d'entreprise, je l'appelle encore comme ça, puisse se faire une idée Bien et sûr. poser des questions. Et il doit rendre un avis, qui peut être négatif. Ça n'empêche pas la mise en place du projet, mais en tout cas, l'avis doit être préalable au déploiement de l'outil. Alors, on a vu qu'il y a de nombreux risques, qu'il faut aussi consulter le CSE. Comment concrètement construire une approche responsable sur cette question de l'utilisation de l'IA? Comment concrètement encadrer l'usage de ces systèmes, où on a parlé de la charte, mais est-ce qu'il y a d'autres bonnes pratiques à avoir en tête? Alors, il y a d'autres bonnes pratiques et s'inspirer notamment de réflexions qui ont eu lieu à des niveaux sectoriels. Je pense au secteur bancaire européen. Syntec qui a fait un manifeste extrêmement intéressant sur l'utilisation éthique justement de l'IA. C'est-à-dire, à mon sens, ne pas rester le nez dans le guidon et se poser la question de manière très procédurale de qu'est-ce qu'on doit faire au pied de la lettre, mais prendre un peu de hauteur par rapport à ces innovations qui vont venir bouleverser plus largement les équilibres au travail et voir quelles sont les conséquences qu'on doit en tirer de manière responsable en tant qu'employeur. Ça me paraît être de bons conseils. Alors, vous l'avez dit, la formation, c'est indispensable. Ça veut dire qu'il faut créer des ateliers régulièrement aussi, parce qu'on sait que c'est une technologie qui bouge sans arrêt. Donc, il faut aussi mettre à jour les formations. Oui, complètement. Et alors, ça, c'est ma casquette avocat. Juridiquement, l'employeur a une obligation d'adaptation des salariés à leur emploi. Donc, dès lors que les méthodes de travail évoluent, l'employeur doit adapter les salariés à ces évolutions. Il n'est pas question de laisser sur le carreau des personnes qui seraient pas familières, pas à l'aise avec l'IA. On doit les accompagner, donc effectivement faire évoluer nos pratiques de formation, mettre en place des webinars, des accompagnements sur mesure pour embarquer tout le monde et donner une égalité de chance à l'ensemble des collaborateurs de monter cette marche de l'intelligence artificielle. Pour conclure, véritablement, quelles sont les sanctions qu'encourent les employeurs qui, je dirais, seraient négligents par rapport à l'intelligence artificielle? Alors, la sanction dont j'ai déjà parlé, c'est la suspension de ce projet, c'est-à-dire ne pas être en capacité de le déployer tant qu'on n'aura pas satisfait à nos obligations de consultation. Après, pour le reste, ce sont des sanctions qui sont plus conjoncturelles en fonction de l'impact que ça a sur le contrat de travail. Je reprends cet exemple du licenciement pour insuffisance professionnelle. Si on reproche à un collaborateur, par exemple, de mal avoir utilisé l'intelligence artificielle alors même qu'il n'a pas été formé, le risque, ce sera que le licenciement sera sans cause réelle ni sérieuse, pour défaut d'adaptation du salarié à l'emploi, par exemple. Donc attention, on encourage donc les employeurs à se saisir de cette question. On va conclure là-dessus. Merci Émilie Merijen. Je rappelle que vous êtes associée au sein de Secri Valentin Zérouk. Tout de suite, l'émission continue. On va parler de fraude fiscale et de droit pénal.
On poursuit ce Lex Inside, on va parler de la thèse fraude fiscale et droit pénal, méthode pour une meilleure articulation des répressions, une thèse d'Alexandre Lucidarme, maître de conférences aux universités de Lille et Salamanque. Alexandre Lucidarme, bonjour. Bonjour Arnaud, je vous remercie beaucoup de me recevoir. Alors on va parler de votre thèse fraude fiscale et droit pénal, donc méthode pour une meilleure articulation des répressions, publiée aux éditions Mar et Martin. Dans cette thèse, vous êtes intéressé au rapport donc, entre la fraude fiscale et le droit pénal, tout en proposant une méthode innovante pour mieux articuler les différentes formes de répression. Avant de rentrer dans le vif du sujet, abordons d'abord votre démarche. Qu'est-ce qui vous a motivé à choisir ce sujet de thèse ? Alors le choix d'étudier ce sujet dans le cadre de mon doctorat résulte de l'observation d'un paradoxe. En effet, au travers de mes lectures, j'ai pu constater que depuis une cinquantaine d'années, les pouvoirs publics présentent la fraude fiscale comme constituant une préoccupation publique prioritaire. Et cela s'entend aisément lorsque l'on a à l'esprit le fait que la fraude fiscale ait notamment pour effet de restreindre les capacités de l'État à répondre aux besoins des Français en matière de justice, de sécurité ou encore d'éducation. Donc on a face à nous un véritable fléau social et par ailleurs, que constate-t-on ? Eh bien que paradoxalement, ce fléau n'est que très peu sanctionné par les tribunaux pénaux. Comment vous l'expliquez ? Donc, dans le cadre de mon travail de thèse, j'ai cherché à comprendre ce paradoxe, puis j'ai mené une réflexion visant à y mettre fin. D'accord. Donc vous affirmez dans cette thèse que le droit pénal est nécessaire dans la lutte contre la fraude fiscale. Pourquoi, selon vous, ce recours est-il indispensable ? Alors je crois que le recours au droit pénal est indispensable en matière fiscale pour signifier à l'ensemble des contribuables que la fraude fiscale ne constitue pas un comportement anodin. Autrement dit, le droit pénal est indispensable pour mettre en lumière la gravité que recèle la fraude fiscale. Pour le dire encore autrement, je crois que le droit pénal est indispensable en matière de lutte contre la fraude fiscale, car il a vocation, dans ce domaine, à être l'utile complément de la répression administrative. Car dans un système répressif équilibré et cohérent, on devrait permettre que les fraudes de gravité minime et moyenne soient sanctionnées sur le plan fiscal, administratif, alors que les fraudes présentant une particulière gravité devraient, elles, faire l'objet de sanctions pénales. Alors, si ce droit pénal est important, c'est peut-être aussi parce que les autres formes de répression montrent leurs limites. Est-ce que vous pouvez nous éclairer sur ce point ? Alors, pour répondre à cette question, permettez-moi plutôt de rappeler les avantages que présente la répression pénale par rapport aux autres formes de répression. Alors, tout d'abord, le droit pénal, c'est le droit le plus protecteur. C'est le champ de la répression dans lequel les justiciables bénéficient des garanties procédurales les plus fortes. Par ailleurs, le recours au droit pénal, mobiliser le droit pénal, permet de mettre en œuvre les procédés énergiques que procure la procédure pénale, comme par exemple la géolocalisation, et ces procédés facilitent la découverte de faits infractionnels qui sont potentiellement inaccessibles aux agents du fisc parce que ces agents bénéficient d'un pouvoir coercitif plus limité. Est-ce que ça veut dire que l'effet dissuasif du droit pénal est plus fort que les sanctions fiscales classiques ? Ça a un impact plus important ? Alors précisément, oui, c'est l'un des atouts également du droit pénal, parce il permet d'aboutir à des condamnations ouvertement intimidantes, parfois même stigmatisantes, qui peuvent s'avérer nécessaires. Mais le pouvoir dissuasif du droit pénal, j'ose encore y croire aujourd'hui, mais il ne peut être véritablement dissuasif que si l'on mobilise ce droit avec parcimonie. Or, lorsqu'on sort du champ fiscal, du domaine fiscal, on s'aperçoit que telle n'est pas la tendance actuelle. On a plutôt tendance à avoir une surmobilisation, un surarmement du droit pénal, et cette surmobilisation, finalement, nuit à l'efficacité même du droit pénal. Alors, au-delà de ce que vous venez d'expliquer, vous critiquez l'admission du cumul des répressions dans votre thèse. Ça signifie quoi concrètement ? Alors en France, un contribuable peut, pour un même manquement fiscal, être sanctionné doublement. Il peut se voir infliger des sanctions fiscales par l'administration et cumulativement des sanctions pénales par l'autorité judiciaire. Ce cumul des répressions est
permis par le législateur, il est admis par la jurisprudence, et alors qu'il s'opère en violation d'un principe fondamental de la procédure pénale, en l'occurrence la règle ne bis in idem, selon laquelle nul ne peut être poursuivi deux fois, ne bis, pour un même fait, in idem. Dans ma thèse, je démontre donc qu'il y a une mise à l'écart de cette règle fondamentale en matière fiscale, et cette mise à l'écart est regrettable parce que cette règle de procédure pénale, la règle ne bis in idem, vise non seulement à garantir la stabilité des décisions de justice en évitant de fâcheuses contrariétés de décision, mais elle permet également d'épargner les justiciables du risque d'acharnement judiciaire qu'ils pourraient potentiellement subir de la part de la puissance publique. Alors, vous indiquez que pour vous, ce cumul, c'est une erreur de politique criminelle. Pourquoi ? Alors d'après moi, le cumul des répressions, il est admis en France parce que l'on pense que les répressions administratives et pénales sont naturellement complémentaires. Dans le cadre de mon travail de thèse, je prouve précisément le contraire. Je démontre plus exactement que tout d'abord que cette complémentarité n'est ni spontanée ni naturelle, et que pour l'obtenir, il est nécessaire de séparer les champs d'intervention respectifs de chacun des réseaux de sanctions. Maintenant, pourquoi c'est également une mauvaise idée de cumuler les répressions ? Quand on s'intéresse aux conséquences pratiques engendrées par ce cumul des répressions, que constate-t-on ? Eh bien, ce cumul des répressions permet notamment de mettre en œuvre une répression potentiellement incohérente et imprévisible pour les justiciables concernés par elle. Pourquoi c'est incohérent ? Parce que parfois, on a une double répression pour des manquements de moyenne gravité. Et le juge pénal va sanctionner, alors que le juge fiscal va dire qu'il n'y a pas d'infraction. Donc il peut y avoir des incohérences dans la répression. Mais au-delà des incohérences constatées, ce cumul des répressions aboutit en pratique non seulement à une instrumentalisation, mais aussi à une marginalisation du droit pénal en matière fiscale. Et cette marginalisation du droit pénal se traduit par une invisibilisation de la délinquance fiscale, et cette invisibilisation de la délinquance fiscale elle-même entretient une certaine forme de tolérance de la fraude fiscale en France. Alors, comment vous voyez l'évolution des rapports entre le droit pénal et la fraude fiscale ? Alors précisément, je plaide dans ma thèse pour la prévision d'une interdiction législative des cumuls de répression en matière fiscale. Et je démontre que interdire les cumuls de répression permet précisément de mettre en œuvre une répression à la fois plus prévisible pour les justiciables, mais également plus cohérente, dans le sens où la répression, lorsque le cumul des répressions est interdit, serait davantage en adéquation avec la gravité des manquements constatés. Est-ce que vous pensez, aujourd'hui, il y a une pénalisation importante, par exemple menée par le garde des Sceaux. Est-ce que vous pensez que les politiques vont aller un peu dans votre sens ? Alors, en 2018, il y a eu une réforme très importante de la répression mise en œuvre en matière fiscale avec le déverrouillement partiel du verrou de Bercy. Et c'est une première réforme qui va dans le bon sens d'après moi, mais elle n'est pas suffisante parce que dans bien des cas encore aujourd'hui, eh bien le système pénal est dépendant de l'administration fiscale, et tant que le système pénal n'aura pas retrouvé ou trouvé la même autonomie que celle dont il dispose en droit commun, eh bien les défauts du système actuel persisteront selon moi. Et vous pensez que quelqu'un va se saisir de cette question ? Peut-être que votre émission permettra à un député de s'intéresser plus en détail à ma thèse, et peut-être qu'effectivement mon travail sera repris dans les années à venir. Je le souhaite évidemment, mais je ne peux pas me prononcer sur cette question. On va conclure là-dessus. Merci Alexandre Lucidarme. Je rappelle que vous êtes docteur en droit aux universités de Lille et de Salamanque. Tout de suite, on enchaîne. On va parler de la nouvelle procédure de saisie des rémunérations. On poursuit ce Lex Inside, on va parler de la nouvelle procédure de saisie des rémunérations avec mon invitée Béatrice Ducarrois, membre du bureau national de la Chambre nationale des commissaires de justice. Béatrice Ducarrois, bonjour. Bonjour. Alors on va parler de la nouvelle procédure de saisie des rémunérations. Pour commencer, pouvez-vous nous présenter cette nouvelle procédure ? Alors, c'est une réforme qui est issue de la loi du 20 novembre de 2023 et de son décret d'application. Elle est entrée en vigueur le 1er juillet 2025. Donc, ça y est, c'est parti. C'est
procédure est désormais confiée au commissaire de justice. Pour bien comprendre le changement de cette procédure, je vais peut-être vous parler de l'ancienne procédure. Donc l'ancienne D'accord. procédure, il fallait un titre exécutoire et ensuite vous deviez déposer une requête devant le juge de l'exécution pour qu'il convoque le débiteur qui était amené à concilier devant le juge et à trouver un accord. À défaut d'accord, la saisie était prononcée. Donc il fallait donc aller 2 fois devant le juge et avec les longs délais que l'on connaît aujourd'hui de la justice française. Donc pour améliorer un petit peu cette procédure, elle a été transférée au commissaire de justice entièrement. Il faut toujours un titre exécutoire, D'accord. donc voilà. Mais ensuite, c'est le commissaire de justice qui initie cette procédure par un commandement de payer au débiteur et il propose en fait au débiteur de négocier un accord. Là encore, il est possible de trouver un accord avec le débiteur. Si aucun accord n'est trouvé, la saisie est ensuite engagée, quoi. Donc D'accord. voilà. Donc c'est vraiment le principal changement de cette procédure. Elle est transférée donc désormais entièrement au commissaire de justice. D'accord. Alors, on comprend bien que le commissaire de justice est un acteur clé de Oui. cette nouvelle procédure. Concrètement, quel est son rôle ? Alors, donc son rôle, il va être double. Donc, il y a d'abord un commissaire de justice qui représente le créancier, qui est le mandataire du créancier, et qui va donc initier cette procédure et en assurer le suivi jusqu'à la saisie, jusqu'à la saisie des salaires. Ensuite, ce dossier est transféré à un commissaire de justice qu'on va appeler un commissaire de justice répartiteur. D'accord. Et ce commissaire de justice, lui, va être chargé des relations avec l'employeur, d'encaisser les sommes saisies et de les reverser, les répartir entre les différents créanciers, puisque quelquefois, il peut y avoir plusieurs saisies prononcées et donc il faut répartir les fonds entre les différents créanciers. Pour bien comprendre, vous pouvez expliquer quelques cas de saisie de rémunération concrètement. Dans quel cas on se retrouve dans ce type de procédure ? Alors, donc, la saisie des rémunérations, c'est une voie d'exécution. On se retrouve dans ce genre de procédure lorsqu'il y a un défaut de paiement, et qui est constaté par un juge, ou alors aussi on peut engager une procédure de saisie des rémunérations sur la base d'un bail authentique. D'accord. Donc on se retrouve dans cette situation en cas d'impayé de n'importe quelle créance. Ça peut être une créance de loyer, une créance bancaire, une créance commerciale. Donc, on peut se retrouver dans différentes situations dans cette procédure. D'accord. On a vu cette nouvelle procédure, mais est-ce que c'est encadré dans des délais ? Ah oui. Donc, bien entendu, il y a différents délais. La procédure commence par un commandement. Elle laisse 1 mois au débiteur pour réagir, donc pour trouver cet accord. Si cet accord n'a pas été trouvé, le commissaire de justice a 3 mois pour engager la procédure de saisie. D'accord. Donc, forcément, il y a des délais tout au long de cette procédure. Mais vous n'avez plus les délais de justice, c'est-à-dire on sait très bien qu'en France, la justice est quand même très, très encombrée. Donc ça va permettre, de concentrer maintenant le juge sur des affaires essentielles et plus importantes. Pour vous, c'est une bonne réforme ? Oui, bien entendu. C'est une réforme d'abord qui a été entièrement modernisée. C'est une procédure, D'accord. c'est la première fois d'ailleurs qu'on voit ça dans un texte, totalement dématérialisée. Par exemple, la saisie peut être signifiée électroniquement à l'employeur s'il a consenti à ce mode de communication. D'accord. Donc, c'est vraiment une procédure entièrement dématérialisée. On le voit tout au long du décret d'application. Et ça, c'est assez novateur ? Oui, c'est assez novateur. On avait, jusqu'à présent, dans aucun texte, on voyait, en tout cas dans aucun texte concernant les voies d'exécution, on avait vu une procédure dématérialisée du début jusqu'à la fin de cette manière.
Est-ce que ça rend le travail du commissaire de justice plus facile? Alors, en fait, le commissaire de justice, oui, d'une certaine manière, mais enfin, son rôle reste important dans cette procédure. Il doit veiller aux droits des créanciers, mais aussi des débiteurs. D'ailleurs, il faut le rappeler, le débiteur pourra toujours contester cette procédure, enfin cette saisie, devant le juge de l'exécution. D'accord. Il y a toujours un contrôle a posteriori du juge de l'exécution. Et c'est important, c'est une garantie. Oui, c'était une garantie. C'est une procédure qui se veut équilibrée, qui la reste, puisqu'elle l'était avant, donc qui reste équilibrée et qui protège aussi bien les droits des créanciers que des débiteurs. Donc il y a un maintien de l'équilibre. Et ensuite aussi, vis-à-vis des débiteurs, il a été maintenu, donc lors de la saisie, un reste à vivre sur le salaire. Donc D'accord. on ne peut pas prélever la totalité du salaire. Donc il n'y a qu'une quotité qui est saisissable. Pour finir, est-ce qu'il y a des bonnes pratiques à avoir en tête pour mener à bien ce type de procédure? Donc du coup, à être titulaire d'un titre exécutoire, on a beaucoup dit dans les médias que voilà que cette procédure se passait de juge, ce n'est pas le cas. Et donc, C'est bien de le rappeler. Voilà, c'est bien de le rappeler. Sauf si vous avez un bail authentique, là, c'est considéré comme un titre exécutoire, mais sinon, vous avez toujours, effectivement, vous avez besoin d'un jugement pour engager cette procédure. Vous pouvez me rappeler votre question? Juste, l'idée, c'était de savoir si cette procédure pouvait apporter de nouvelles perspectives. Oui, cette procédure va être plus rapide et l'intérêt des créanciers, c'est de ne pas attendre trop longtemps quand on a un impayé. Donc voilà, puisque effectivement, il va déjà falloir un certain délai pour obtenir un jugement. Donc dès qu'on a ce jugement, on va voir un commissaire de justice qui, lui, va pouvoir en fait choisir entre les différentes voies d'exécution qui sont à sa portée. Un registre national, d'ailleurs, des saisies des rémunérations a été créé et tenu par la Chambre nationale. C'est ce que prévoit ce décret, et qui va centraliser donc toutes les procédures de saisie des rémunérations. Donc le commissaire de justice va pouvoir choisir entre les différentes procédures. Il aura une meilleure lisibilité, de meilleures informations pour pouvoir justement choisir la bonne procédure à engager pour recouvrer la créance du créancier. Donc, en résumé, c'est une bonne réforme. C'est une bonne réforme. On va conclure là-dessus. Merci Béatrice Duperroy. Je rappelle Arnaud. que vous êtes membre du bureau national de la Chambre nationale des commissaires de justice. Merci. C'est la fin de cette émission. Merci de nous avoir suivis. Restez curieux et informés. À très bientôt sur Be Smart for Change.